Partie C de l'axe 1 sur le travail comme données anthropologiques, la partie C s'intitule Travail et humanisation de l'homme, mais on peut voir aussi la question des rapports nécessaires entre travail et vie communautaire et sociale, et rapidement la question du travail et de la propriété. Alors on peut dans un premier temps souligner le caractère pleinement humain du travail, au sens où, quand bien même on sera amené à employer cette expression, il est erroné de dire qu'un animal travaille. En réalité, le travail est essentiellement humain. Même un auteur qui a montré le caractère dégradant du travail dans le cadre de l'économie capitaliste, n'a jamais manqué de souligner le caractère d'abord spécifiquement humain du travail lorsqu'il répond à certains critères. Alors qu'est-ce qu'il y a de spécifiquement humain dans le travail? Alors on va dire que Marx, dans le Capital, insiste sur la dimension spirituelle du travail. Évidemment que travailler engage bien évidemment le corps de l'homme contre la réalité, qu'elle soit un sol, une mer dans laquelle il faut aller trouver du poisson, ou un corps qu'il faut opérer. Évidemment que dans le travail, c'est le corps de l'homme qui est pleinement engagé, d'où la dimension physique, mais si le travail n'était que mobilisation de force physique, il n'aurait rien de spécifiquement humain. Et donc du coup, son humanité au travail relève de l'utilisation des techniques, je l'ai dit précédemment, mais aussi de l'attention mentale, de la prise de conscience que requiert tout travail. Il faut aussi souligner que ce qui est pleinement humain dans le travail, c'est que l'homme, travailler, c'est engager, c'est une définition, un processus de transformation du réel, transformation de la nature, à des fins utilitaires ou pour satisfaire des désirs. Et cette transformation d'une nature brute, d'un réel brut ou résistant à des fins utilitaires requiert la médiation, le détour par des outils, des artefacts, des gestes, une culture du geste, des savoir-faire, et ce qui suppose par là même, ça suppose donc des relations entre les hommes nouées dans le cadre du travail. Alors pourquoi le travail spécifiquement humain? Parce que l'homme, certes, comme l'animal, y affronte une nature qu'il doit transformer pour ses besoins, on l'a vu, mais ce n'est pas un rapport commandé par l'instinct qui est un savoir inconscient, infaillible, qui trouve tout de suite le moyen de transformer le réel pour les besoins. Donc c'est un rapport qui n'est pas direct, mais un rapport indirect, un rapport médiatisé par des techniques qui vont aller progressant au fur et à mesure de l'histoire. Mais ce qu'il y a de pleinement humain, ce n'est pas uniquement le rôle des techniques, la médiation par les techniques. Ce qu'il y a de pleinement humain, c'est la dimension pleinement sociale du travail. Karl Marx qualifiait de Robinsonade, c'est-à-dire d'utopie, de mythe littéraire, l'idée que l'homme, lorsqu'il travaille, a un rapport solitaire. Il insiste sur le caractère toujours social du travail humain. Et on peut dire que l'espèce humaine est biologiquement une espèce pleinement sociale, et on peut dire même politique, au sens où, ça sera l'objet du grand 2, avec tout ce qui concerne l'aliénation, le travail a une dimension sociale au sens où il ne peut être séparé des questions de droit, de propriété des outils, des machines, de durée de travail, de salaire, etc., etc. Donc le travail spécifiquement humain pour ces questions-là, techniques et relations sociales,
sans lequel il n'y a pas de travail. Et on peut dire que le moindre geste technique, la moindre présence d'outils et d'utilisation d'outils va toujours cristalliser un passé humain, c'est-à-dire une culture, une histoire. Et on peut considérer que l'homme homo faber, l'homme foncièrement et essentiellement concerné par le travail, maîtrise des outils, doit les transmettre. Et du coup, voilà, il y a pas. Pensez aussi au tableau dont j'avais parlé dans l'intro, où on voit bien un travail qui peut être en équipe, avec toute cette dimension sociale, et parfois, bien sûr, cette relation sociale, elle sera une perversion, hein, un rapport de domination. Donc, un outil va toujours prolonger la main de l'homme, et il faut considérer en fait que tout- toute une tradition, toutes les traditions héritées du passé vont léguer des tas de choses, mais aussi des modèles techniques, des procédés, des savoir-faire dont on ne peut pas faire abstraction. Tout travail individuel suppose donc un monde social, culturel, c'est-à-dire on hérite de savoir-faire, sans lesquels ce travail humain il est inintelligible, il est incompréhensible et il ne saurait d'ailleurs exister tout seul. On peut insister aussi pour bien réfléchir au rapport entre travail, humanité, humanisation et également cette vie sociétale, c'est que lorsque les hommes travaillent la nature ou s'affrontent à une réalité qui résiste à à, à nos, à nos envies, à nos besoins, eh bien, ils vont à la fois, bien sûr, essayer de la transformer, de la façonner, d'installer d'introduire des modifications, penser au travail des vignes et de l'olivier dans les sociétés méditerranéennes. Eh bien, lorsque je travaille la nature en tant qu'homme, je m'en empare, je la transforme, et par cette opération-là, eh bien, en tant qu'homme, je me transforme moi-même. Qu'est-ce que ça veut dire le travail travaille à transformer une chose, à la fabriquer même, et en travaillant à fabriquer une chose, le tout travaille, je fais exprès d'utiliser ces mots, travaille à transformer l'homme lui-même. Eh bien, ça veut dire en fait que lorsque, par exemple, je plante des graines en vue d'une récolte future, je vais montrer ma différence avec un animal qui chasse de manière pulsionnelle quand il a faim. Eh bien, en plantant ces graines, en cultivant mon jardin, comme le disait Candide à la fin de l'ouvrage de Voltaire, il faut cultiver son jardin, eh bien, je renonce à une consommation immédiate. Je renonce à ne me donner du mal, chasser par exemple, que sous la pression de la faim. Les hommes s'humanisent par leur travail parce qu'ils ne font pas uniquement que chercher à satisfaire des besoins de l'ici et du maintenant. Ils se donnent tant de mal, déploient tant de techniques en vue de besoins, en vue de jouissances futures. En gros, il faudra attendre pour tirer les marrons du feu, si on peut me passer l'expression. Et cela fait dire au philosophe Hegel, moitié du 19e siècle, fin 18e jusqu'à deuxième moitié première moitié, j'y arrive, du 19e siècle, que le travail est un, ouvrez les guillemets, désir réfréné. Ça veut dire quoi, le travail est un désir réfréné? Eh bien, il s'agit pour l'homme au travail, par le travail, de vaincre, de l'emporter sur une propension, une tendance naturelle je le disais, à jouir pulsionnellement d'un objet
quand il en a besoin ou quand il le désire. Lorsqu'on travaille, on va vaincre provisoirement la satisfaction immédiate au nom d'une satisfaction ultérieure, future, qui sera plus grande. Et quand, dans le texte précédent, Foucault parlait du fait qu'au-dessus de nos têtes, de notre conscience, il y a le surplomb de la mort, cela veut dire en fait que les hommes travaillent non pas parce il y a des besoins urgents maintenant à satisfaire, ils travaillent parce qu'ils savent aussi que toute cette peine qu'ils se donnent, toutes ces transformations qu'ils opèrent dans le sol ou toutes les innovations technologiques sur lesquelles ils s'engagent serviront dans le futur. Donc, à la différence de l'animal qui, face à un bâton, le chimpanzé, qu'on lui présente, se sert, oui, du bâton pour détacher un régime de bananes, mais laisse tomber le bâton au lieu de le tailler en vue d'un outil futur, eh bien, le caractère humain du travail tient à cela. On peut considérer que la réflexion, la prospective, la projection dans le futur, le calcul, les limitations, hein, les interdits peut-être même, l'emportent sur le plaisir immédiat. Donc, en travaillant, les hommes imposent une double transformation sur le réel, mais sur leur propre nature, entre guillemets, instinctive. Ils s'humanisent, ils peuvent jouir aussi du déploiement de leur intelligence propre à l'homme, hein, de leur imagination, de la culture héritée du passé. Et peut-être évidemment, ils peuvent aussi expérimenter de nouveaux gestes techniques, de nouveaux outils. Et c'est cela, se transformer soi-même. Et on peut considérer du coup qu'il y a la transformation de la nature conduit, ou du réel, conduit à une transformation de l'homme lui-même, qui va donc se libérer, là c'est la première fois je crois qu'on emploie le mot libérer, qui peut se libérer, mais de quoi alors? De deux choses, d'une nature hostile dont il se rend maître, comme le disait Descartes, se rendre comme maître et possesseur de la nature, mais il se libère aussi de leur propre naturalité, c'est-à-dire de leur propre animalité, de l'ici du maintenant, de la pulsion. Et c'est en cela que le travail, quand bien même il demande évidemment de l'abnégation, du calcul, de l'attention, enfin une série de qualités, et qu'il fait souffrir aussi, va élever l'humanité. Et alors on peut considérer que dans les premiers temps, Marx, tout comme Hegel, insiste sur le caractère proprement humain du travail. Et évidemment, ce propos-là, complètement classique, hein, travail et humanité, ne résistera pas à l'examen que fait Marx lui-même, mais aussi Hegel. L'examen de quoi? L'examen des conditions réelles, sociales, mais également techniques, qui vont donner au travail un caractère, cette fois-ci, problématique. Alors, on peut considérer qu'il y a une belle image, et on pourra s'en servir dans le grand 2, hein, il y a une belle image qui considère que ce qu'il y a d'humain, et Marx aussi soutient cette idée, ce qu'il y a d'humain dans le travail, c'est que lorsque un enfant, c'est le modèle aussi que prenait Rousseau, Émile, lorsque Émile cultive un jardin, qui plante des graines, il se sent à la fois presque propriétaire de ces petites pousses qui voient le jour, et il est fier de son travail. Et être fier de son travail, c'est aussi un caractère humain, c'est se reconnaître comme un être, c'est se reconnaître soi-même, sentir que nous existons, sentir que nous avons la capacité mentale, intellectuelle, mais également physique, hein, de favoriser, d'instiller des transformations autour de nous. Et ces transformations, elles sont le fruit
d'un génie technique, fût-il modeste. Euh, c'est l'idée du coup que le travail, je termine la référence ici, le travail dépose à la fois dans le monde, dans la nature, l'empreinte de l'esprit, l'empreinte des artefacts, de l'homo faber, et cette empreinte est une sorte de miroir qui permet à l'humain de se saisir lui-même, de se prendre conscience de soi, et sans tomber dans des discours très moralisateurs, on peut dire que pour certains handicapés, ou peut-être même dans les prisons, et pas simplement à des fins capitalistes pour leur soutirer des fruits du travail peu chers, eh bien on va permettre à ces personnes de prendre conscience de ce dont ils sont capables en tant qu'humains grâce à ce travail-là. Mais bon, d'une manière plus poétique, on peut se rappeler que quand on sillonne un pays, qu'est-ce qu'on voit, nous en tant qu'humains? On voit dans les paysages ouvrés, c'est-à-dire travaillés par l'humain, on voit le reflet de ce qu'ont fait les hommes autour euh, par, par leur travail. Voilà, donc j'ai terminé cette partie-là et je vais examiner dans un autre axe de ma partie 1 quelque chose d'un peu technique, c'est un peu plus économique, ce sera les diverses formes de division du travail. Comment dans les sociétés, puisqu'on a vu qu'il n'y a pas de travail sans vie sociale et même politique, économique, comment le travail s'est organisé dans les sociétés. Et ça, c'est super important pour comprendre par la suite le travail critique de Marx et de tous les philosophes et de tous les économistes contemporains qui montrent la dégradation du travail.